Bonjour mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, dear distinguished guests and colleagues from India. Chers collègues, De l'Académie de médecine et le président de la Fondation, de m'avoir invité à vous parler des mycobactéries non tuberculeuses. Donc c'est un sujet très différent du virus de la dengue. Tout d'abord, ces mycobactéries sont différentes de celles que vous connaissez très bien, que sont celles qui causent la tuberculose et la lèpre et qui se transmettent d'un homme malade à un homme sain. Au contraire, les mycobactéries non tuberculeuses ont un réservoir environnemental, ne se transmettent pas a priori entre hommes et il n'y a plus de 150 espèces différentes. Elles sont présentes dans les sols et dans les eaux, il y en a dans toutes les rivières du monde et par conséquent aussi dans l'eau utilisée dans les réseaux, en particulier parce qu'elles résistent, un peu comme le bacille de la tuberculose, aux acides et au chlore, aux dérivés chlorés, et donc elles survivent très bien dans les eaux. Elles causent des infections de deux types. Donc, des infections tout d'abord respiratoires qui sont les plus connues, qui surviennent principalement sur un poumon pathologique. Dans ce qu'il y a de plus observé aujourd'hui sont les malades atteints de mucoviscidose, les bronchitiques chroniques, mais aussi quelques cas qu'on comprend moins bien aujourd'hui, que sont par exemple la femme de 60 ans, longiligne, qui a des infections respiratoires à Mycobacterium avium. D'un autre côté, on observe de plus en plus des infections extra-respiratoires qui surviennent d'abord chez les immunodéprimés, donc bien entendu les malades atteints de sida et toutes les maladies de l'immunodéprimé, mais aussi les traitements corticoïdes au long cours ou traitements immunosuppresseurs comme dans les greffes. Enfin, plus récemment, on assiste à une augmentation des cas dus à la iatrogénie et en particulier à la chirurgie esthétique ou aux actes esthétiques comme la mésothérapie, les tatouages, etc. Alors, que faire quand on isole une mycobactérie donc non tuberculeuse au laboratoire dans un prélèvement qui souvent est envoyé un petit peu à la recherche de. Premièrement, c'est une mycobactérie, donc c'est un bacille acido-alcoolo-résistant comme le bacille tuberculeux et donc il faut premièrement éliminer un cas de tuberculose en faisant agir, on utilise maintenant dans la majorité des laboratoires dans le monde la spécificité de l'antigène MPT64. S'il est négatif, eh bien vous pouvez avoir affaire à une mycobactérie non tuberculeuse. Et à ce moment-là, commence la difficulté de l'identifier puisqu'il y a plus de 150 espèces. Donc il y a un certain nombre de tests et de méthodes qui vont nous permettre d'identifier cette mycobactérie. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, ces mycobactéries ne ressemblent pas, pour ceux qui ont appris la microbiologie autour de la tuberculose, ne ressemblent pas à un bacille tuberculeux en culture. Parfois, il y a une pigmentation, l'aspect des colonies est assez différent. Donc, on utilise aujourd'hui soit des outils moléculaires, soit des outils de spectrométrie de masse en MALDI-TOF, et le plus souvent les deux, afin d'avoir une identification la plus précise possible. Donc, avec les outils de biologie moléculaire, un certain nombre de gènes sont concernés, je ne vais pas les voir tous en détail, et on peut aller même jusqu'au séquençage génomique, mais ceux qui sont le plus souvent utilisés sont des tests commerciaux assez commodes d'hybridation reverse sur bandelette, comme celui que je vous montre ici, qui est le test Genotype commercialisé par Hein, qui permet, après une PCR et une hybridation sur ces bandelettes verticales, de donner un nom à certaines mycobactéries.
on ne peut pas identifier par ces tests les 150 espèces. Alors, on est souvent obligé de recourir à un séquençage manuel de PCR-séquences. Donc, les gènes qui sont utilisés sont des gènes dits de ménage, conservés d'une mycobactérie à l'autre, soit des gènes ribosomiaux ou RPOB pour l'ARN polymérase ou HSP65. Le MALDI-TOF, lui, a la particularité d'être extrêmement simple sur le plan technique, puisque à partir d'une colonie, on va splitter cette colonie et étudier le spectre des protéines ribosomales et obtenir donc un graphe qui vous permet de dire ce graphe est spécifique de telle espèce. Alors bien sûr, il faut constituer la base, mais petit à petit, c'est cet outil qui, je pense, va devenir le plus utilisé. Alors, pour vous montrer un exemple de l'utilisation, je vais faire référence à l'épidémie mondiale qu'on observe actuellement des infections à Mycobacterium chimera qui surviennent après circulation extracorporelle, le plus souvent la chirurgie valvulaire ou de prothèse aortique. En fait, on s'est rendu compte que en tout cas en Europe et maintenant aux États-Unis, avec des alertes lancées par le CDC et le CDC, que ces infections étaient liées à l'eau qui est présente dans les heater cooler units. Donc je sais qu'il y a des cardiologues dans la salle, donc ils savent de quoi je parle, puisque cette eau en fait n'est pas stérile et peut diffuser dans la salle opératoire un aérosol contenant Mycobacterium chimera. Alors, en plus de ça, on s'est rendu compte que c'est la même souche qui infecte les malades aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en Suisse, parce que cette mycobactérie est présente dans la machine heater-cooler au moment de sa production à l'usine de production de ces systèmes. Et donc, cette épidémie est vraiment liée à une seule espèce, Mycobacterium chimera, qui malheureusement ressemble beaucoup à Mycobacterium intracellulare ou avium. Et donc, c'est pour ça que nous avons travaillé particulièrement sur l'identification en faisant agir, vous regarderez dans le tableau, en faisant différents tests moléculaires. Donc, on a un test de référence qui est la séquence ITS, mais on a testé un certain nombre de trousses commerciales et de gènes que l'on compare pour essayer d'identifier correctement chimera. Et sur la droite, vous verrez les spectres de MALDI-TOF qui permettent en bleu de repérer les chiméras, contrairement en vert aux aviums et aux intracellulares. Donc ça, c'est un bon exemple où l'identification est essentielle. Alors voyons maintenant la sensibilité aux antibiotiques. Il faut d'abord savoir que pour les mycobactéries non tuberculeuses, la sensibilité est très différente des bacilles tuberculeux. Donc on n'utilise pas du tout les mêmes traitements, ni les mêmes antibiotiques, et en fait on ne connaît pas grand-chose. Donc on est au début en fait des connaissances, et c'est pour ça que les collaborations sont les bienvenues pour en savoir plus. Bien entendu, un peu comme dans la tuberculose, il faut savoir si c'est un nouveau cas ou une rechute, ou si le patient a déjà été traité par des antibiotiques, parce que là on peut avoir en plus une résistance acquise. Alors, pour vous montrer les données qu'on a en France sur les infections à Mycobacterium avium intracellulare, qu'on regroupe sous le nom de MAC, si on regarde les malades qui n'ont pas été traités, donc les nouveaux cas, vous voyez que sur 340 cas de MAC, on a eu 0 résistance. Alors que si on prend en compte les malades qui rechutent ou qui ont déjà été traités par la clarithromycine ou la micacine, à ce moment-là, c'est chez eux qu'on observe un pourcentage de 5 à 20% de résistance. Alors, la résistance donc, aux macrolides qui sont
les antibiotiques les plus importants pour le traitement des infections à mycobactéries non tuberculeuses. Le mécanisme est bien connu, il s'agit d'une mutation dans le gène qui code l'ARN 23S, aux positions 2058 et 2059, et ça a été observé chez plusieurs espèces de mycobactéries non tuberculeuses, Avium, Intracellulare, Abscessus, Chelonae. Mais on a découvert aussi ensuite, dans les années 2000, que certaines espèces avaient aussi naturellement un gène qui s'appelle ERM, qui code pour une méthylase de l'ARN 23S et qui va avoir le même effet, c'est-à-dire qu'il va modifier la position 2058 et 2059. Et ces gènes n'existent que chez certaines espèces. Et en particulier, il existe chez Mycobacterium abscessus, dont je vais vous parler maintenant, qui est une des espèces, je dirais, qui a le vent en poupe, pour lequel on observe de plus en plus d'infections. Alors, chez Mycobacterium abscessus, l'identification a fait qu'on connaît aussi des sous-espèces, en particulier la sous-espèce Massiliense, dont je vais vous parler. Et quand on a étudié le gène ERM, donc de méthylase, chez différentes souches de Massiliense, Abscessus ou Boleti, qui est une autre sous-espèce, on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait faire 4 groupes de génotypes, dont 2 groupes, les 2 premiers, Massiliense et une partie des Abscessus, sont sensibles à la clarithromycine, alors que les autres sont résistants à haut niveau. Et ceci a été, bien sûr, vous vous demandez en clinique finalement quel est l'outcome, eh bien il y a eu plusieurs études qui ont montré que les malades qui avaient des infections à Massiliense, la colonne du milieu, qui sont traités par clarithromycine, ont un bien meilleur guérison, succès microbiologique que ceux qui ont des infections à abscessus, et ceci étant lié donc à la sensibilité naturelle de Massiliense à la clarithromycine. Et donc c'est pour cela que nous avons mis au point, en collaboration avec un industriel, ce test pour que ce soit pratique, parce que vous imaginez bien que les PCR séquences manuelles au laboratoire, c'est toujours pas très rapide, donc on préfère avoir des outils commerciaux standardisés qu'on puisse appliquer facilement. Et donc ce système à nouveau de PCR hybridation qui nous permet dans la première partie du test de faire l'identification, est-ce que c'est un abscessus, un Massiliense, un Boleti, et puis dans la deuxième partie du test, s'il y a une résistance acquise à la clarithromycine ou aux aminosides, et ça permet donc pour abscessus, mais aussi pour Avium, Intracellulare, Chimera et Chelonae. Voilà, donc en conclusion, dans ce survol des infections à mycobactéries non tuberculeuses, ce sont donc des pathogènes opportunistes qui sont en augmentation avec la diminution de tuberculose dans un grand nombre de pays. Mais néanmoins, quand on isole, il faut d'abord éliminer une tuberculose ou une lèpre dans les pays comme l'Inde, où il y a encore un certain nombre de cas de lèpre. L'identification demande aujourd'hui des outils de biologie moléculaire et la spectrométrie de masse Malditov. L'antibiogramme, la sensibilité aux antibiotiques est difficile à déterminer, elle est liée à l'identification, elle est liée à l'espèce. Donc il faut une excellente identification. Et le traitement va dépendre de l'identification. Le traitement est difficile, on connaît peu d'antibiotiques actifs et c'est dans ce domaine que la recherche sur les nouveaux antibiotiques doit se poursuivre. Et enfin, quand on a des antibiotiques efficaces, comme la clarithromycine pour Mycobacterium avium, on sélectionne des mutants résistants, comme dans la tuberculose, et donc il faut des associations. Alors, pour finir, un espoir, c'est que nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'ESCMID avec les sociétés américaines ATS et IDSA et la Société européenne de maladies respiratoires sur des recommandations thérapeutiques, mais on manque d'évidence, on manque d'études randomisées pour donner des recommandations
très pertinentes. Et enfin, donc moi je préside ce groupe au sein de l'ESCMID sur les infections à mycobactéries, et bien entendu, vous êtes les bienvenus, en particulier les collègues d'Inde, pour faire partie de ce groupe, ce qui permettra de mettre en place de nouvelles collaborations. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame, de cette très intéressante communication. Est-ce qu'il reste vrai qu'en diminuant ou en arrêtant le BCG, on peut voir repartir un peu les mycobactéries atypiques? Tout à fait, vous avez raison. Il y a une immunité croisée entre toutes ces mycobactéries et dans les pays qui ont arrêté assez tôt le BCG, comme les pays du nord de l'Europe, eh bien, on a vu une augmentation des mycobactéries, des infections à mycobactéries non tuberculeuses. Et le fait, peut-être quand même, que ces infections surviennent beaucoup dans les pays où la tuberculose est en diminution peut aussi avoir un lien. Une dernière question, monsieur. Yes. Professeur Cambeau, présentation très intéressante. Je travaille dans un département de microbiologie, même si je ne travaille pas sur la tuberculose proprement dite. Quand je rentre chez moi, je vais essayer de vous faire entrer en contact avec mes collègues. Comme vous venez assez souvent en Inde, comme vous l'avez dit hier, je suis sûre qu'on aura l'occasion de vous présenter les gens qui travaillent sur ces thèmes dans notre département. Vous avez parlé de Malditov. Nous allons bientôt avoir un de ces spectromètres. Je voulais savoir, c'est aussi facile pour tester les mycobactéries avec ce système parce qu'il y a cette paroi cellulaire. Ça crée des problèmes au niveau des schémas, des patterns, etc. Oui, vous avez raison, ce n'est pas simple. Il y a des facteurs limitants, notamment l'extraction des protéines. Il y a différents protocoles, mais de plus en plus, en vous exerçant, vous aurez de très bons résultats. Aussi, on a besoin d'une bonne base de données. Drucker a une bonne base de données, mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Je pense qu'on a acheté celui de Biomedal ou Shimatsu. Oui, c'est un Shimatsu, mais c'est vendu par la société que je viens de mentionner. C'est ça qu'on va acheter. Et je crois qu'ils ont une bonne base de données. L'autre a une base de données très élargie pour les mycobactéries, c'est vrai. Je pense que de toute façon, cette base de données ne va cesser de s'améliorer. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu, il y a quelques années, à Paris, une infection rachidienne à mycobactéries à la clinique du sport. Et apparemment, cette infection rachidienne qui a atteint beaucoup de patients a été très difficile à traiter. Oui, vous avez raison, il s'agit de Mycobacterium xenopi, qui est une des mycobactéries naturellement résistantes à de très nombreux antibiotiques, mais aussi pour lequel, même si on connaît des antibiotiques actifs in vitro, finalement, le traitement est très peu satisfaisant. Heureusement, chez les personnes qui avaient été infectées, c'était des personnes immunocompétentes. Donc, en fait, la majorité ont guéri, avec une part probablement de guérison spontanée qui, je pense, n'est pas négligeable. Au contraire, les infections xénopiques qui surviennent chez des gens qui ont des pathologies respiratoires très évoluées ou des cancers, la mortalité est très élevée. Donc je pense que l'hôte est très important dans ces infections, c'est pourquoi elles sont opportunistes, mais effectivement vous avez raison, et on a un peu peur de la même histoire avec Mycobacterium chimera, puisque un grand nombre de personnes ont été exposées dans les salles d'opération pendant les CEC, et on ne sait pas combien va être le nombre de cas, mais il y en a une vingtaine en Angleterre, et il y en a une cinquantaine aux États-Unis pour l'instant. Il y en aura peut-être plus dans les mois à venir. Merci beaucoup. Eh bien, nous vous remercions.